Lors de notre brunch annuel de Pâques, mon père, Alfred, a annoncé que j'allais éponger les dettes colossales de mon frère pour sauver le nom de famille. Ma mère s'est contentée de sourire, mais leur confiance suffisante s'est brisée lorsque je me suis calmement levé, et laissé tomber mes clés et mis en place un piège qui démantèlerait l'empire financier qu'ils avaient construit en utilisant mon argent. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux, d'où regardez-vous tous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. L'appel est arrivé un mardi alors que je luttais contre la grippe. J'étais enfoui sous une forteresse de mouchoirs sur mon canapé, mon ordinateur portable en équilibre précaire sur mes genoux, essayant de finaliser une évaluation trimestrielle des risques pour mon entreprise. Chaque chiffre à l'écran se brouillait en une brume grise. J'avais 42 ans, j'étais analyste financière senior et j'étais complètement épuisé. Ma tête cognait, ma gorge était comme du papier de verre. Et la dernière chose que je voulais, c'était un appel vidéo de mon frère Steven, mais son visage est apparu sur mon téléphone, et l'anxiété pavlovienne familière m'a serré la poitrine. J'ai refusé la vidéo et cliqué sur l'option audio uniquement. Libby, a-t-il gazouillé, sa voix étant d'un optimisme offensant. Tu as l'air terrible. Merci, Steven. Je me sens terrible, ai-je croassé, tirant une couverture plus fort. Quoi de neuf? Je suis en plein dedans. Je sais. Toujours occupé. La bête de somme, c'est toi, a-t-il dit, un rire dans sa voix qui me hérissait toujours le poil. Écoute, j'ai la nouvelle la plus incroyable. Tu vas adorer. Je me suis préparé. Les nouvelles incroyables de Steven précédaient presque toujours une demande de prêt-relais ou un petit investissement dans l'une de ses entreprises en échec perpétuel. À 36 ans, il était un manager d'artistes autoproclamé, un titre qui semblait impliquer beaucoup de soirées tardives et très peu de clients réels. C'est à propos de la tournée Starlight en direct. Elle s'étend. On parle d'international, Olivia, mais nous avons rencontré un petit problème avec les dépôts de garantie de la salle à Londres. J'ai fermé les yeux. La tournée Starlight était sa dernière obsession, une série de concerts pour un groupe indépendant dont je n'avais jamais entendu parler. Problème, ai-je répété, ma voix étant neutre. Défini problème, Steven. C'est juste une logistique ennuyeuse, de la paperasse. Tu ne comprendrais pas, a-t-il esquivé, son ton enjoué faiblissant. Écoute, j'ai juste besoin de déplacer certaines choses. Mais le fait est que maman et papa sont tellement excités. Ils ont dit que nous devions en parler au brunch de Pâques. C'est une session de stratégie familiale complète. Une crainte froide a traversé mon brouillard induit par la fièvre. Une session de stratégie familiale était un code. Cela signifiait que j'étais la stratégie. Steven, je t'ai dit la dernière fois que je ne suis pas. Ne sois pas comme ça, Liv, a-t-il coupé, sa voix se durcissant. C'est pour la famille. Tu sais à quel point le nom de famille est important pour papa. C'est plus grand que moi. De toute façon, je dois y aller. Maman me fait aller chercher la pièce maîtresse bonne à rien. À dimanche. Ne sois pas en retard. La ligne s'est coupée. J'ai regardé fixement le téléphone, le silence dans mon appartement semblant soudain lourd et oppressant. Il n'avait même pas demandé d'argent. Pas directement. C'était pire. Cela signifiait que la demande était si importante qu'il avait besoin de renfort. Il faisait venir nos parents. Je me suis effondré contre les coussins, la feuille de calcul sur mon ordinateur portable oubliée. Mon père, Alfred, un professeur d'éthique à la retraite, avait construit toute son identité autour des concepts d'héritage et de sacrifice. Ma mère, Hélène, une ancienne conservatrice d'art, ne se souciait que de l'esthétique du succès, la belle maison, le cercle social impressionnant, les enfants talentueux. J'étais le moteur financier qui rendait leur performance possible. Steven était l'ornement de capots décoratifs. Ils avaient été une unité, tous les trois, pendant toute ma vie, et j'avais été la banque. J'ai pensé au brunch, à la nappe blanche immaculée, à l'argenterie étincelante, au sourire coupant et poli. J'ai pensé au problème que Steven avait mentionné et à la session de stratégie familiale qui était clairement une embuscade. Pendant 20 ans, j'avais été la responsable, celle qui sacrifiait, celle qui payait. Et alors que j'étais assise là, malade et seule, une pensée froide et claire a fait surface, plus nette que n'importe quel mal de tête. La trahison n'était pas qu'ils allaient demander. La trahison était qu'ils n'avaient aucun doute que je dirais oui.
Le reste de la semaine a été un flou de travail et d'antibiotiques. Jeudi, ma fièvre était tombée, mais le nœud de crainte dans mon estomac est resté. J'ai essayé d'appeler ma mère, dans l'espoir d'évaluer la température de l'eau dans laquelle j'allais être jeté. Olivia, chérie, a répondu Hélène, sa voix sonnant comme des cristaux cliquetants. Te sens-tu mieux? Tu avais l'air tout simplement affreuse mardi. Beaucoup mieux, merci, maman. Je voulais juste prendre des nouvelles, voir si tu as besoin que j'apporte quelque chose dimanche. Oh, juste ta charmante personne, a-t-elle trié. Tout est géré. Nous sommes tellement impatients. Ton père est particulièrement impatient de te voir. Nous avons de si belles choses à discuter. De belles choses, ai-je répété, ma prise se resserrant sur le téléphone. D'accord. Comme la tournée de Steven. Il y a eu une demi-seconde de pause. C'était si bref que n'importe qui d'autre l'aurait manqué, mais j'avais passé toute une vie à décoder les silences de ma mère. Entre autres choses, a-t-elle dit, sa voix tombant dans un ton plus sérieux et conspirateur. Ton frère? Eh bien, il est sur le point de réaliser quelque chose de vraiment important, Olivia, quelque chose qui élèvera toute cette famille. Nous devons tous être solidaires. Tu sais, nous avons tous un rôle à jouer. Un rôle à jouer, ai-je dit, les mots ayant le goût de la cendre. Et quel rôle est-ce, maman? Oh, chérie, ne nous lançons pas dans des détails ennuyeux au téléphone, a-t-elle ri, un son cassant et méprisant. C'est à cela que sert le brunch. Sois juste prête à être une joueuse d'équipe. Ton père a un merveilleux toast préparé sur l'unité familiale. Ce sera une belle journée. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis tenu dans ma cuisine, fixant le gris discret de mon comptoir en granit. Être une joueuse d'équipe. Unité familiale. Le langage codé était étouffant. Il ne faisait pas que demander. Il me blâmait préventivement pour toute désunion que mon refus pourrait causer. J'ai passé vendredi à finaliser mes rapports, mon esprit travaillant sur deux pistes distinctes. Une piste traitait des fluctuations du marché et des allocations d'actifs. L'autre, la plus froide et la plus méthodique, a commencé à faire des calculs sur ma famille. Pendant 2 décennies, j'avais été celle qui réparait les choses. Lorsque la pension de mon père a été mal gérée, je l'ai réparée en complétant discrètement le revenu. Lorsque la première start-up de Steven, une entreprise de lacets sur mesure, a échoué, j'ai remboursé ses fournisseurs mécontents. Lorsqu'ils ont voulu une maison plus impressionnante, j'ai acheté une coloniale tentaculaire dans leur quartier, j'ai mis l'acte à mon nom à des fins fiscales et je les ai laissés y vivre gratuitement en tant que gardien. C'était une fiction sur laquelle nous étions tous d'accord. Ils considéraient mon succès non pas comme mon succès, mais comme le pool de ressources partagées de la famille. J'étais l'actif le plus performant, et ils étaient le conseil d'administration votant sur la façon de dépenser les dividendes. Mais ils avaient oublié une chose essentielle, c'est moi qui rédigeais les rapports. C'est moi qui lisais les petits caractères. C'est moi qui contrôlais les comptes. Samedi, la veille de Pâques, je ne suis pas allé faire du shopping pour une robe de couleur pastel. Je n'ai pas fait de gâteau au citron. Au lieu de cela, j'ai passé 2 heures au téléphone avec mon avocat personnel, et encore 3 heures en ligne avec ma banque, mon agent de location et ma société de courtage. Je ne me lançais pas seulement dans des détails ennuyeux. Je tirais sur chaque fil, vérifiais chaque chiffre et imprimais chaque dernier document. Alors que je compilais les relevés, un nouveau sentiment a commencé à remplacer la crainte, une colère froide et dure. Les chiffres ne mentaient pas. Le revenu supplémentaire était devenu tout leur style de vie. Le crédit bail de la voiture, les adhésions au club, le fonds de vacances, ils y puisaient mensuellement. C'était tout moi. J'ai imprimé le relevé final du compte d'épargne commun, le fonds de vacances. J'ai vu les retraits, $2000 pour la promotion de la tournée, $3500 pour la garde-robe de l'artiste, $1800 pour les dîners avec les clients. Steven le drainait depuis des mois, et mes parents le laissaient clairement faire. Ils ne prévoyaient pas seulement une embuscade. Ils étaient déjà en train de voler la banque pendant que j'étais malade au lit. J'ai placé l'épaisse pile de papier dans ma mallette, juste à côté des clés de la voiture de mon père et de la maison qu'il pensait être la sienne. La trahison était pire que je n'aurais pu l'imaginer, et le toast à l'unité familiale allait être tout sauf beau. Pour comprendre le brunch de Pâques, il faut comprendre mon père, Alfred. C'était un homme qui parlait en parabole, surtout sur lui-même. En tant que professeur d'éthique à la retraite,
il voyait le monde comme une salle de classe où il était le seul à avoir le poste permanent pour donner des cours. Ses sujets préférés étaient le devoir, l'héritage et le sacrifice, des concepts qu'il appliquait exclusivement aux autres, notamment à moi. J'étais sa fille responsable. Toute mon enfance a été un apprentissage dans la gestion de la volatilité émotionnelle et plus tard financière de ma famille. Alors que les autres enfants étaient au centre commercial, j'apprenais à lire un bilan à 15 ans parce que les stratégies d'investissement de mon père étaient tout sauf bonnes. Il aimait l'idée de la richesse, mais il était désastreux pour l'acquérir. Puis il y avait Steven. Steven n'était pas responsable. Steven était brillant. Il était créatif. Il était l'enfant chéri, celui qui était destiné à la grandeur même s'il échouait à chaque occasion. Ma mère, Hélène, cultivait ce récit. Ancienne conservatrice d'art, elle traitait Steven comme un tableau inestimable et volatile, un tableau qui devait être protégé, financé et exposé, quelle que soit sa valeur réelle. Mon rôle était simple. J'étais le cadre, la bordure solide, discrète et fonctionnelle qui faisait ressortir l'œuvre d'art. C'est moi qui suis allé dans une école publique, qui ai obtenu le diplôme de finance ennuyeux et qui ai gravi les échelons de l'entreprise, tout en envoyant de l'argent à la maison. Mon premier sacrifice a été mon programme d'études à l'étranger, ils avaient besoin d'un nouveau toit. Mon deuxième était mon acompte pour un condo dans la ville, Steven avait besoin d'argent de démarrage pour un blog musical. Mon troisième et plus important était mon avenir. Lorsque le dernier investissement éthique de mon père dans l'entreprise d'un ami a fait faillite, ils étaient sur le point de perdre leur maison. J'avais 28 ans. Je venais d'être nommé associé. J'ai acheté la nouvelle maison, la belle coloniale en briques sur Oakland Street. Nous la mettrons à ton nom, Olivia, avait déclaré mon père, comme si c'était son idée. Pour la protection juridique, nous serons les intendants de la maison. Et ainsi, je suis devenu la propriétaire, et ils sont devenus les seigneurs du manoir. J'ai subventionné leur vie, payant l'hypothèque, les services publics, le crédit bail de la berline de luxe d'Alfred et les cotisations à leur club de golf. Je l'ai fait parce que je croyais, vraiment, au principal enseignement de mon père, la famille signifie sacrifice. Le problème avec Steven n'était pas seulement qu'il était un trou noir financier. C'est qu'il en était fier. Son projet actuel, la tournée Starlight, n'était que le dernier d'une série de catastrophes. Il n'était pas un manager. Il était un escroc en blazer, convainquant de jeunes groupes désespérés qu'il avait des contacts. Il y a quelques mois, il m'avait présenté le nouvel antagoniste de sa vie, bien que je ne l'ai pas vu aussi clairement à l'époque. Il s'appelait Marco. Il était élégant, plus âgé, avec un sourire hypocrite et une profession vague répertoriée comme financement international. Marco était à un dîner de famille, et je l'ai regardé avec l'œil exercé d'un analyste. Il était tout en flatterie pour mes parents et tout en rejet pour moi. Olivia, une calculatrice de chiffres, avait-il ri, agitant une main. Nous ne traitons pas de chiffres, n'est-ce pas, Steven? Nous traitons de vision. Il avait passé le reste du dîner à poser des questions pointues sur les actifs de notre famille. Pas mes actifs, nos actifs. Alfred, cette maison est un chef-d'œuvre, avait ronronné Marco, regardant mon père. Un véritable domaine familial. Nous croyons en l'héritage. Mon père s'était gonflé d'orgueil, s'attribuant le mérite. J'ai su instantanément que Marco était la source du nouveau problème. C'est lui qui avait probablement financé la tournée de Steven, et maintenant la facture était due. Steven, acculé et terrifié, avait couru vers nos parents, et nos parents, voyant le nom de famille et leur style de vie confortable menacés, s'étaient tournés vers leur solution habituelle, moi. En conduisant au brunch dimanche, j'ai ressenti un étrange calme creux. La grippe était partie, remplacée par une clarté cristalline. Ma mallette était sur le siège passager. Je n'entrais pas seulement dans un brunch familial. J'entrais dans une négociation hostile, et pour la première fois de ma vie, c'était moi qui tenais toutes les cartes. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. La maison était magnifique. Ma mère avait un don pour l'esthétique. Il fallait lui accorder cela. Des jonquilles et des tulipes blanches bordaient l'allée. Des couronnes de fausses lavandes étaient accrochées aux doubles portes d'entrée, les portes que j'avais payées. J'ai garé ma modeste berline derrière la berline de luxe bleu foncé étincelante de mon père, celle dont je payais le crédit bail. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai pris mon sac à main et ma mallette, et je suis entré. Elle est là, a trié ma mère, sortant en trompe de la salle à manger. Elle portait une robe en cachemire de couleur crème que je savais,
d'après un coup d'œil désinvolte à une vitrine de magasin, coûtait plus de 1000 $. Olivia, chérie, tu es venue. Joyeuse Pâques. Elle a embrassé l'air à côté de ma joue. Joyeuse Pâques, maman. La salle à manger était décorée pour une séance photo de magazine. La longue table en acajou, que j'avais achetée lors d'une vente de succession, était recouverte d'un chemin de table blanc immaculé. Ma mallette me semblait lourde, presque absurde dans ce décor de perfection organisée. Olivia, pose cette chose laide, a dit Hélène, regardant ma mallette avec dégoût. Tu n'es pas au bureau. Juste quelques papiers que je dois examiner, ai-je dit doucement, la plaçant près de ma chaise. Mon père, Alfred, était assis au bout de la table, sirotant un verre de cidre pétillant. Il a levé les yeux quand je suis entré, son expression étant celle d'un intérêt poli et professoral. Olivia, bien à vous de vous joindre à nous. Papa. Steven arpentait le buffet, déjà à son deuxième mimosa, son téléphone à la main. Il avait l'air pâle et nerveux, son costume de créateur ressemblant plus à un costume qu'à une tenue. Il m'a vu et son visage s'est illuminé d'une fausse clarté désespérée. Libby, tu es venue. Super. Nous pouvons enfin régler ça. Régler quoi, Steven, ai-je demandé, prenant ma place. Tout en temps voulu, a dit Alfred, levant une main. Laissons-nous manger d'abord, Hélène. Ça a l'air merveilleux. Les 20 premières minutes ont été un cours magistral de passivité-agressivité. Nous avons parlé du temps. Nous avons parlé du club de jardinage de ma mère. Nous avons parlé de la nouvelle clôture kitsch d'un voisin. Pendant ce temps, le vrai sujet planait dans l'air, épais et rebutant comme l'odeur du jambon trop cuit. Steven ne pouvait pas rester assis. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, son genou sautillant sous la table. Ma mère continuait à lui lancer de petits sourires apaisants, tandis que mon père mangeait simplement avec une précision lente et délibérée, comme un homme qui attend son heure. Je suis passé de victime passive à stratège active. J'avais prévu d'attendre, mais en les voyant si à l'aise dans leur conspiration, j'ai décidé de titiller l'abeille. Alors, Steven, ai-je dit, coupant un morceau d'asperge, parle-moi davantage de ce problème à Londres. Est-ce un problème avec le promoteur ou la salle? Steven s'est figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. C'est compliqué, Liv. C'est juste du financement. Financement, ai-je acquiescé. Je connais un peu ça. De quel type de chiffre parle-t-on? Est-ce un problème de trésorerie ou un défaut de paiement? Olivia, s'il te plaît, a interrompu ma mère, son sourire se crispant. Ne parlons pas de choses aussi sombres. C'est Pâques. D'accord, ai-je dit, c'est ma faute. Alfred a tamponné ses lèvres avec sa serviette. Il a posé sa fourchette et son couteau parallèlement l'un à l'autre sur son assiette. La performance était sur le point de commencer. Olivia, a-t-il commencé, sa voix adoptant le ton sonore familier de son cours d'éthique 101, ta mère a raison. C'est Pâques, un moment pour la famille, un moment pour le renouveau et un moment pour le sacrifice. Il m'a regardé. Je l'ai regardé en retour, mon visage étant neutre. Ton frère, a-t-il continué, montrant Steven du doigt, est sur le point de connaître un succès magnifique, un succès pour toute la famille. Mais il a rencontré un obstacle. Un problème, ai-je fourni. Une complication a corrigé Alfred, ses yeux se rétrécissant. Un partenaire de Financer s'est avéré être moins que scrupuleux. Il fait des demandes déraisonnables. Il menace de démanteler tout ce que Steven a construit. Il menace le nom de cette famille. Marco, ai-je dit, ce n'était pas une question. La tête de Steven s'est redressée brusquement. Comment le sais-tu? Je suis une analyste financière, Steven. C'est mon travail de repérer les requins, ai-je dit. Donc, Marco réclame son prêt. Combien? Steven a regardé son assiette. Alfred a soupiré, un soupir profond et accablant d'un homme accablé par la folie du monde. Il ne s'agit pas de chiffres, Olivia, a dit mon père, sa voix s'élevant. Il s'agit de principes. Il s'agit de loyauté. Il a ramassé sa fourchette, une pièce d'argent lourde et ornée, et l'a pointée sur moi à travers la table. La famille signifie sacrifice. Tu paieras les dettes de ton frère, sans poser de questions. Ses yeux étaient durs, impérieux. Ma mère à côté de lui a juste souri, un sourire calme, satisfait, terrifiant. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de cocher le dernier élément de sa liste. C'était,
comme le disait le titre, déjà décidé. Toute la pièce était silencieuse. Steven me regardait, ses yeux grands ouverts avec un mélange d'espoir et de peur. Ma mère rayonnait. Mon père tenait sa fourchette levée comme un marteau. Je les ai tous regardés, le professeur d'éthique exigeant que je permette la fraude, la conservatrice de la beauté qui était laide à l'intérieur, le garçon doré qui n'était que du laiton. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. L'enquête était terminée. Le piège était tendu. Je me suis levé calmement, tranquillement. Le grincement de ma chaise sur le plancher de bois franc était incroyablement fort dans la pièce silencieuse. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi, leurs expressions unifiées dans la surprise. Après tout, j'étais celle qui ne brisait jamais le script. Olivia, assieds-toi, ordonna mon père, sa fourchette toujours levée. Nous sommes en pleine discussion. Non, dis-je, ma voix claire et stable. Elle ne tremblait même pas, vous êtes en train de faire une proclamation. Je n'en fais pas partie. J'ai pris ma mallette, qui reposait sur ma chaise, et j'en ai sorti un petit dossier relié en cuir. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Qu'est-ce que c'est, Olivia? Demanda ma mère, son sourire s'estompant finalement, remplacé par un léger froncement de sourcils de confusion. Qu'est-ce que tu fais? Nous prenons un brunch. Nous l'étions, ai-je convenu. Et maintenant, vous exigez que je rembourse les dettes de Steven. Sans poser de questions. Alors, j'ai juste une question. Combien? Steven grimaça. Liv, ce n'est pas comme ça. Combien, Steven? Répétai-je, ma voix comme de la glace. C'est le montant total. Marco veut récupérer l'intégralité des fonds de départ, plus les pénalités. Il menace de poursuivre pour fraude. Et quel est le montant total? 200 000 $? Murmura Steven, fixant la table. J'ai acquiescé. C'était une somme d'argent ahurissante, stupide. C'est une bagatelle pour toi, Olivia, tonna Alfred en claquant sa fourchette. L'argent tinta contre la porcelaine. Une erreur d'arrondi. Comparé à la réputation de cette famille, ce n'est rien. La réputation de cette famille, répétai-je, goûtant les mots. La réputation de qui? Papa, la tienne, celle de maman ou celle de Steven? J'ai regardé Steven. Tu n'as pas seulement emprunté de l'argent à Marco, n'est-ce pas? Tu lui as dit que tu avais des actifs. Tu lui as dit que la famille avait un soutien. Tu lui as parlé de moi. Le visage de Steven devint blanc. Il n'avait pas besoin de répondre. Bien sûr que tu l'as fait, dis-je, plus à moi-même. Je tournai à nouveau mon regard vers mon père. Donc, il ne s'agit pas de sauver le nom de famille. Il s'agit de couvrir la fraude de Steven pour que Marco ne vienne pas après toi. Comment oses-tu? Halta Hélène, une main volant vers sa poitrine. Nous sommes tes parents. Nous t'avons tout donné. L'audace pure et stupéfiante de cette déclaration flottait dans l'air. J'ai presque ri. Tout me donner, maman? Parlons-en. C'était la première révélation. Celle que je n'avais pas prévue, mais qui me semblait si juste. Je me suis penché, j'ai ramassé ma mallette et je l'ai placée sur la table, juste au-dessus du plat de jambon. Je l'ai dézippé. J'ai sorti le premier dossier, celui marqué au fond de vacances. Commençons petit, dis-je. Ce compte joint. Je l'ai ouvert pour nos voyages en famille. Au cours des 6 derniers mois, vous avez retiré. Voyons. 28 000 $. 28,000 Ilugda Steven. 2 000 $ pour la promotion de la tournée. 3 500 $ pour la garde-robe des artistes. Steven, ce compte était pour le voyage de maman et papa en Italie, pas pour ton entreprise imaginaire. Comment as-tu? Steven a commencé? Je suis la titulaire principale du compte. Je reçois les alertes, dis-je. Je me suis tourné vers ma mère et tu l'as laissé faire. Tu as co-signé les retraits. Tu me mens depuis des mois, en drainant un compte auquel tu ne contribues même pas. Le visage d'Hélène était pâle. C'était un prêt, Olivia. Il sera en mesure de le rembourser dès que la tournée. La tournée est morte, maman. C'est fini. Il n'y a pas de tournée. Il y a juste un requin nommé Marco et une dette de 200 000 $. Mon père se leva, son visage violet de rage. C'est de l'insubordination, Olivia.
C'est une trahison de tout ce que nous représentons. Tu fais partie de cette famille et tu feras ton devoir. Devoir? Dis-je, ma voix dangereusement calme. Parlons du devoir, papa. J'ai replongé dans la mallette. J'ai sorti un jeu de clés. Elles étaient attachées à un lourd porte-clés de marque d'un constructeur automobile de luxe. Je les ai jetées sur la table. Elles ont atterri avec un lourd cliquetis métallique juste à côté de l'assiette d'Alfred. Alors je suppose que cette maison, dis-je, ma voix résonnant d'une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cette voiture est ce fonds de vacances. J'ai fait une pause, laissant les mots s'enfoncer. Tout part avec moi. Leurs sourires n'ont pas seulement disparu, ils se sont brisés. Mon père fixa les clés comme si c'était un serpent. Ma mère regarda des clés à mon visage, ses yeux écarquillés d'une horreur naissante et incompréhensible. Steven avait juste l'air malade. Quoi? De quoi parles-tu? Balbutia mon père. C'est ma voiture. C'est une voiture louée à mon nom, papa, dis-je en prenant le dossier marqué automobile. Un bail pour lequel je paie $900 par mois. Un bail que je résilie à compter de demain matin. Je vous suggère de trouver un abonnement de bus. Olivia, murmura ma mère, sa voix tremblant. Ne sois pas cruel. Cruel, dis-je sèchement, la glace se brisant finalement. Cruel, c'est d'être assise là avec ton sourire suffisant, ayant déjà décidé comment tu allais dépenser mon argent. Cruel, c'est de pointer une fourchette sur ta fille, la fille qui a payé absolument tout dans cette pièce, et d'exiger qu'elle brûle $200 000 pour protéger le nom de famille qu'il. J'ai pointé Steven, assis joyeusement détruit. Je me suis penché, mes mains à plat sur la table. La famille signifie des choix, ai-je ajouté, ma voix basse, et je fais enfin les miens. Le silence qui suivit était un vide, aspirant tout l'air et la couleur de la pièce. Mon père, Alfred, un homme qui avait professé la certitude morale toute sa vie, avait l'air complètement, totalement perdu. Il tâtonna pour trouver sa chaise et s'assit lourdement, ses yeux toujours fixés sur les clés de la voiture. Ma mère. Hélène fut la première à se ressaisir, son choc se transformant en une rage venimeuse. Tu n'oserais pas, siffla-t-elle, sa voix tremblant. Tu n'oserais pas. Cette maison, c'est notre foyer. Tu jetterais tes propres parents à la rue. Vous n'êtes pas à la rue, dis-je, ma voix froide et analytique. Vous êtes dans mon portefeuille d'actifs, un actif qui est actuellement sous-performant. J'ai sorti le dernier dossier, le plus épais, de ma mallette, celui portant l'adresse de la maison. J'ai acheté cette maison lorsque les investissements éthiques de papa ont évaporé votre retraite. L'hypothèque, l'assurance, les impôts fonciers, tout à mon nom, tout payé par moi pendant 14 ans. J'ai ouvert le dossier et je l'ai fait pivoter pour qu'il puisse le voir. L'acte de vente, les relevés hypothécaires, les reçus d'impôts fonciers, un tableur détaillé que j'avais préparé, détaillant chaque centime. Vous n'êtes pas les intendants de la maison, papa, dis-je en croisant son regard. Vous êtes des locataires. Des locataires qui n'ont jamais payé un jour de loyer. C'est monstrueux, murmura Alfred en secouant la tête. Brandir ça au-dessus de nos têtes, tenir un registre. Le registre, dis-je, c'est ce que vous appelez le sacrifice. Je l'appelle juste un mauvais investissement. Et la petite mésaventure de Steven avec Marco, c'était l'évaluation finale des risques. L'entreprise familiale est insolvable. Je liquide mes actifs. Steven, qui était resté silencieux, explosa finalement. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-il en se levant si vite que sa chaise bascula. Marco va me ruiner. Il va le dire aux gens. Il va venir après toi. Vraiment? Demandai-je en haussant un sourcil. Que pense Marco que tu as, Steven? Quels actifs as-tu engagés? Je lui ai parlé de la maison, admit-il, sa voix se brisant. Je lui ai dit que la famille avait des biens que nous. Que j'avais des parts. Tu as essayé d'utiliser ma maison pour garantir un prêt frauduleux, ai-je déclaré. C'était incroyable. L'audace était presque impressionnante. J'allais le rembourser, cria-t-il. La tournée allait être énorme. Il n'y a pas de tournée, Steven, dis-je sèchement. Il y a juste Marco. Et c'est là que vous, ma chère famille, vous vous êtes trompés. J'ai pris une profonde inspiration. C'était la deuxième confrontation, la plus puissante. C'était la preuve irréfutable.
Je vous ai dit que j'étais au téléphone avec mon avocat ce week-end. Mais je ne parlais pas seulement à mon avocat. Vous voyez, après la petite performance de Marco au dîner il y a quelques mois, j'ai fait ce que je fais le mieux. J'ai analysé ces chiffres. Une nouvelle peur, plus froide, entra dans la pièce. Le visage de Steven passa de pâle à translucide. Marco, ou comme il est connu de la SEC, Michael Patroni, n'est pas un financier international, dis-je en sortant une seule feuille de papier de mon sac. C'est un prédateur professionnel. Il trouve des petits poissons désespérés et arrogants comme toi, Steven. Et il investit. Mais son véritable business est la fraude. Il a fait l'objet de 3 enquêtes pour fraude électronique et racket. Tu mens, souffla Steven, mais ses yeux étaient grands ouverts de terreur. Vraiment? J'ai fait glisser le papier sur la table. C'était une impression d'un communiqué de presse d'une ancienne enquête. Il cible les enfants de familles riches, les escroque, puis, lorsqu'ils font défaut, il fait chanter les parents pour qu'ils paient, en utilisant leur réputation contre eux. Il n'en veut pas à tes $200 000, Steven. Il en veut à l'ensemble de mon portefeuille. Tu n'as pas trouvé un requin. Tu as trouvé une baleine. Et tu as peint une cible sur toute cette famille. Ma mère avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Oh, Alfred, il nous a menacés. Non, dis-je. Ce n'est pas un voyou. Il est plus intelligent. Il ne menace pas. Il se contente de collecter, et il compte sur vous. J'ai regardé mon père, pour être tellement terrifié que le nom de famille soit embarrassé que vous me forcerez à le payer pour qu'il s'en aille. J'ai regardé à nouveau Steven, et toi. Tu lui as juste donné le levier. Tu lui as parlé de la maison. Tu lui as probablement donné l'adresse. Le silence de Steven était sa confession. Alors, voici la nouvelle stratégie familiale, dis-je, ma voix se durcissant. Vous ne paierez pas Marco. Je ne paierai pas Marco. Au lieu de cela, j'ai déjà fait en sorte que mon véritable avocat transmette l'intégralité de ce dossier, y compris votre structure non corporative de Starlight Tour et votre charmant rapport détaillé des dépenses du fonds de vacances, au bureau régional de la SEC, en le signalant comme un élément lié à leur intérêt continu pour Monsieur Patroni. Tu es allé à la police, balbutia Alfred, horrifié. Je suis allé voir les organismes de réglementation, ai-je corrigé. Je suis analyste financière, papa. J'ai le devoir professionnel et éthique de signaler toute fraude suspectée. Contrairement à vous, je pratique réellement l'éthique que je prêche. J'ai commencé à ranger ma mallette, les clés, le dossier de la maison, le bail de la voiture. Quoi? Que se passe-t-il maintenant? Demanda Steven, sa voix un murmure d'enfant. Maintenant, dis-je en fermant le sac. Marco a de plus gros problèmes que toi. Il sera trop occupé à faire face à une enquête fédérale pour s'inquiéter de tes $200 000. Il coupera ses pertes et disparaîtra, ce qui signifie aussi toi, j'ai regardé Steven, tu n'obtiens rien. La tournée est finie. L'argent est parti. Mais nous, murmura Hélène, les yeux fixés sur la mallette. La maison. Je me suis arrêté à la porte de la salle à manger. J'appelle un agent immobilier demain. La maison sera sur le marché d'ici vendredi. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Les 30 jours qui suivirent furent une symphonie de désespoir. La première étape fut le déni. Ils n'ont pas fait leur valise. Ma mère m'appelait tous les jours, me laissant des messages vocaux qui oscillaient sauvagement entre « Olivia, chérie, nous sommes prêts à te pardonner. Arrête cette bêtise et je n'arrive pas à croire que tu fais ça à ta propre mère. » La deuxième étape fut la négociation. Mon père, Alfred, demanda une réunion formelle dans un lieu neutre, un café. Il se présenta avec un bloc-notes comme pour une soutenance de thèse. Olivia, commença-t-il, j'ai examiné notre situation. Ta mère et moi sommes prêts à faire des compromis. Un compromis? Dis-je en sirotant mon café. Oui, nous accepterons de réprimander Steven pour son imprudence. En retour, tu retireras bien sur la maison du marché. C'est une solution parfaitement logique. Nous restons dans la maison et tu obtiens les excuses dont tu sembles avoir besoin. Je les fixais. Il considérait sincèrement cela comme une négociation, comme s'il détenait la moindre carte. Papa, ce n'est pas une situation, c'est une conséquence. Le panneau à vendre sera installé vendredi. Ce n'est pas un point de négociation.
C'est une déclaration de fait. Mon agent immobilier arrive à 10 heures. Je suggère que vous ne soyez pas là. La troisième étape fut la guerre totale. Ils ont armé la seule chose qui leur restait, la famille. Ils ont appelé mes tantes, mes oncles, mes cousins. J'ai reçu un barrage d'appels et de SMS. Comment peux-tu faire ça à Alfred et Hélène? C'est ta mère, Olivia. Après tout, ils se sont sacrifiés pour toi. Tout a culminé lors d'un dîner qui était censé être une célébration. Ma cousine Sarah venait d'annoncer ses fiançailles. Toute la famille Excade était réunie chez ses parents. Je savais que ce serait une embuscade, mais j'y suis allé quand même. J'étais fatigué de me cacher. Je suis entré et la conversation est morte. J'étais la paria, la fille ingrate. Ma tante Martha, la sœur de mon père, était la meneuse. Olivia, dit-elle en me coinçant près des amuse-gueules. Je pense que tu dois une explication et des excuses à tes parents. Je les ai vus alors. Alfred, Hélène et Steven étaient blottis près de la cheminée, ressemblant à un trio de réfugiés tragiques. Ils jouaient la victime pour toute la famille, et ils donnaient la performance de leur vie. C'était ça, la confrontation publique qu'ils avaient orchestrée. Des excuses pourquoi, tante Martha? Demandai-je, ma voix calme. Pour ta cruauté, rétorqua-t-elle, les chasser de leur maison. À leur âge, c'est honteux. Un cercle s'était formé. Tout le monde écoutait. C'était le moment. Leur maison, dis-je en posant mon verre. C'est intéressant parce que j'ai l'acte de vente, l'hypothèque et 14 ans de reçu d'impôt foncier qui disent que c'est ma maison, celle que j'ai payée. Un murmure traversa la foule. Je vois que mon père a été sélectif avec les détails, continuai-je, projetant ma voix pour que tout le monde puisse entendre. Laissez-moi combler les lacunes. Vous voyez tous un pauvre couple de retraités chassés par leur fille cruelle. Je vois une paire d'adultes qui ont vécu sans loyer pendant 14 ans dans une maison de luxe, conduisant une voiture de luxe, le tout à mes frais. Je me suis tourné vers mes parents. Leur avez-vous dit ça, papa? Leur avez-vous parlé du bail de la voiture que je résilie ou des cotisations au club de golf que j'ai cessé de payer? Le visage d'Alfred était blanc comme de la craie. C'est une affaire familiale privée, Olivia. Non, répondis-je. Vous en avez fait une affaire publique lorsque vous avez décidé de me tendre une embuscade à Pâques. Vous l'avez rendue publique lorsque vous avez lancé tante Martha sur moi. Je me suis retourné vers ma tante. Et vous ont-ils dit pourquoi je les chasse? Vous ont-ils parlé de la dette de 200 000 $ que Steven a contractée auprès d'un escroc notoire? Une dette qu'il a essayé de garantir en utilisant illégalement ma maison. Silence. Un silence total, à faire tomber une épingle. Vous ont-ils dit? Dis-je, ma voix baissant mais gagnant un tranchant, que leur stratégie familiale était de pointer une fourchette sur moi et d'exiger que je rembourse, sans poser de questions, pour protéger le nom de famille. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Le sacrifice dont mon père est si friand de discourir depuis 20 ans. C'est mon travail. J'ai été la banque familiale, le fonds d'urgence, la personne responsable sur laquelle vous pouviez tous compter pour nettoyer le gâchis. Et j'en ai fini. J'ai regardé Steven, qui essayait de se fondre dans le papier peint. Les 200 000 $. C'est parti. J'ai signalé son partenaire à la SEC pour fraude. Le nom de famille dont vous étiez si inquiet. Steven, tu as de la chance de ne pas faire l'objet d'une enquête en tant que co-conspirateur. Hélène laissa échapper un petit sanglot étranglé. Tu nous as ruinés. Non, dis-je, ma voix s'adoucissant pour la première fois, pas par pitié, mais par finalité. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Vous avez bâti un style de vie sur le dos de mon dur labeur. Et vous vous êtes tellement mis à l'aise. Vous pensiez que c'était votre droit. Vous pensiez que j'étais une obligation, pas un choix. Vous pensiez que j'étais un atout que vous pouviez commander. J'ai pris mon sac à main. Eh bien, cet atout se désinvestit. La maison est vendue. La voiture est retournée. Les comptes sont fermés. J'ai regardé Alfred, mon père, le professeur d'éthique. La famille signifie des choix, papa. Et je me choisis moi. Je suis sorti de la fête. Personne n'a dit un mot pour m'arrêter. J'ai entendu ma cousine Sarah dans le silence stupéfié murmurer, « Oh mon Dieu, Olivia a tout payé. » Le sort était rompu. L'humiliation publique était complète, pas pour moi, mais pour eux.
Le récit qu'ils avaient si soigneusement élaboré pendant des décennies de la belle-fille et des parents qui se sacrifiaient venait d'être anéanti par la seule chose qu'ils n'avaient jamais pris la peine de vérifier, la vérité. La maison s'est vendue en moins d'une semaine. C'était une offre en espèces, bien au-dessus du prix demandé, d'un jeune couple qui, ironiquement, travaillait dans la technologie. J'ai signé les papiers de clôture au bureau de mon avocat, un environnement stérile et calme qui semblait à des années-lumière du chaos émotionnel de ma famille. Le virement bancaire a atteint mon compte, et pour la première fois, le nombre que je voyais reflétait ma richesse, pas les actifs perçus de ma famille. La chute de ma famille, telle qu'ils l'avaient construite, fut rapide et définitive. Mon père et ma mère, confrontés à la dure réalité de la vie d'expulsion de 30 jours, ont déménagé dans un petit appartement de location de 2 chambres dans un complexe près de l'autoroute. Le choc de cela, les sols en linoléum, les comptoirs en stratifie, le tapis en mélange de polyester était, comme ma tante Martha me l'a rapporté plus tard, un traumatisme profond pour ma mère, Hélène. Elle a dû vendre son cachemire et ses livres d'art juste pour faire le dépôt de garantie. Mon père, Alfred, l'a encore plus mal vécu. Son héritage avait disparu. Il n'était plus le seigneur d'une grande coloniale, mais un retraité dans un appartement loué. Il a essayé de trouver du travail pour donner à nouveau des cours, mais le monde avait changé. Son éthique, il s'est avéré, n'était pas une compétence commercialisable lorsqu'elle n'était pas subventionnée. Et Steven, comme je l'avais prédit, Marco ou Michael Patroni a disparu. Une fois que son nom a été signalé en relation avec un dossier actif de la SEC, il a coupé toutes ses pertes, en particulier les petits, ceux à haut risque comme mon frère. Steven s'est retrouvé sans rien. Pas de tournée, pas d'argent et pas de réputation. Il a dû trouver un emploi, un vrai emploi à salaire horaire dans un magasin de musique locale, à ranger les étagères et à accorder les guitares. Il vit maintenant dans la 2e chambre de ses parents. La réconciliation, si on peut l'appeler ainsi, fut calme et arriva des mois plus tard. J'étais dans mon propre condo en train de lire un livre un dimanche après-midi quand mon téléphone a sonné. C'était Steven. Liv, dit-il, sa voix petite, dépouillée de toute sa bravade habituelle. J'ai reçu mon premier chèque de paie. Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais te demander où je devrais ouvrir un compte d'épargne pour, tu sais, le loyer. Il n'y avait pas d'excuse, pas de vrai. Mais dans sa question, j'ai entendu la seule chose que je n'avais jamais entendue de lui auparavant. Un aveu sincère qu'il ne savait pas comment faire quelque chose, et que moi oui. Je peux t'envoyer quelques liens, Steven, dis-je. Cherche un compte en ligne à haut rendement. Frais peu élevés. Ouais, d'accord. Merci, Liv. Il fit une pause. L'appartement. Il n'est pas si mal. Maman est. Elle apprend à cuisiner. J'ai rencontré mes parents quelques semaines après cela. Alfred avait appelé, non pas pour exiger, mais pour demander si je voulais me joindre à eux pour un café. Je les ai rencontrés dans un café de chaîne. Ma mère avait l'air plus âgée. Ses mains, dénuées de leurs bagues habituelles, étaient enroulées autour d'une tasse en papier. Mon père avait l'air plus petit. Nous n'avons pas parlé de la maison. Nous n'avons pas parlé de l'argent. Nous avons parlé du temps. Nous avons parlé de mon travail. Ils ont posé des questions. Et pour la première fois, ils ont réellement écouté les réponses. Alors que nous partions, mon père a touché mon bras. Le couple qui a acheté la maison, dit-il, sa voix rauque. Ils ont envoyé une carte. Ils ont dit, le jardin que vous avez planté à l'arrière, les hortensias, ils sont magnifiques cette année. Je suis contente, dis-je. Moi aussi, dit-il. C'était bon de te voir, Olivia. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une fin heureuse parfaite. C'était quelque chose de plus réel. C'était un ajustement, une nouvelle base de référence. Nous étions une famille, mais les termes avaient été réécrits. Les choix étaient clairs, et les sacrifices n'étaient plus les miens à faire seul. Je les ai laissés au café et je suis sorti au soleil. Je me dirigeais vers l'aéroport. J'avais réservé 2 semaines de vacances en Italie, celles que j'avais toujours voulu prendre, et je les avais payées en espèces avec de l'argent qui était enfin et complètement le mien.